Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode qui va commencer d'ici quelques secondes. On attend juste les dernières personnes. Voilà, je pense que tout le monde est arrivé. Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce troisième épisode de cette deuxième saison de série SAC, dédiée à SAC. Il s'appelle Analytics Cloud. Pour ce dernier épisode, je serai accompagné de deux spécialistes également. Antonio Gianelli de chez SAP. Bonjour Antonio. Et nous serons accompagnés également de Claire. Bonjour Claire, qui est notre expert database planning. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, on va juste faire un petit rappel de cette deuxième saison, donc qui était construite sous forme de 3 épisodes. On en est au troisième et dernier épisode, donc ajuster vos stratégies, vos prises de décision. L'idée, c'était vraiment d'avoir une continuité dans ces 3 épisodes et qui terminera par un workshop qui sera plutôt sur fin septembre, le 28 septembre. J'en dirai quelques mots en fin d'épisode. Juste pour rappel, je vois que pas mal de participants étaient là sur les différents éléments, donc vous êtes tous au courant. Mais surtout, le premier épisode était dédié à l'utilisation de SAC pour la partie DataVis, principalement restitution, avec quelques fonctionnalités d'analyse prédictive qui étaient embarquées. L'idée, c'était vraiment de montrer comment on construit les tableaux de bord de manière simple. Et donc le deuxième épisode allait un peu plus loin dans la valorisation de la donnée, avec des exemples sur l'utilisation de la plateforme BTP, donc Business Technology Platform, avec l'illustration de 3 cas concrets, un sur le machine learning, l'autre sur la cartographie spécifique, avec du découpage vraiment adapté aux différents métiers, et puis une partie application justement pour avoir de l'interaction entre les données. Donc ces différents replays, si vous souhaitez les revoir, ainsi que la première saison, sont disponibles sur la page YouTube de Synovate. Et aujourd'hui, donc, l'objectif de ce troisième et dernier épisode, c'est de parler donc du troisième volet des fonctionnalités SAC, du troisième module appelé planification, dont l'idée est vraiment de profiter des 2 premières briques, la partie business intelligence et la partie analytique augmentée, et d'avoir cette partie planification budgétaire qu'on va évoquer maintenant. Donc, je crois que le micro est revenu chez Antonio. Bonjour Antonio. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, tout à fait, c'est bon, on t'entend bien. Je vais te passer la main, tiens, justement, tu tombes à point nommé. Désolé, l'installation c'était un peu voilà, un peu soufferte, mais j'ai réussi. Alors, voilà, je vais juste ouvrir la présentation. J'espère que vous pouvez voir mon écran. On voit ton écran, tout à fait. Ok, c'est parfait. Alors, je vais voir un peu comment peut-être minimiser tout ça, histoire si je mets un mode présentation, est-ce que... C'est parfait comme ça. Ah, il m'affiche encore la petite... est-ce que vous le voyez? Oui, tout à fait. Ok, juste m'assurer que je suis sur la bonne slide. Là, et vous ne voyez pas les choses propres à l'émission. Voilà. Ce qui compte, c'est parce que moi, sur mon écran, je vois tous les contrôles, les boutons contrôle. Est-ce que vous ne le voyez pas sur la partie partagée? Non, c'est bon, c'est tout bon. Ok, parfait. Donc, merci. Donc, merci pour être là. Je pense que la première chose à pouvoir partager, c'est un peu quelle est un peu notre stratégie et notre vision sur les différentes activités et comment chaque solution peut répondre aux activités qui sont demandées. D'un point de vue données, ce qu'on voit, on voit qu'effectivement, on part d'une grande quantité de données très détaillées et petit à petit, ces données, on les agrège, on les concentre, on se focalise sur certains aspects qui sont très importants. Et là, pardon, j'essaie juste d'avancer, oui, avec. Et on se rend compte qu'on a des activités dans notre métier, par exemple, ici il y a quelques exemples, que ce soit la partie prédictive. Ah oui, bon, ok, j'arrive pas à utiliser mon truc, mon stylet, c'est pas un problème. Et effectivement, que ce soit la partie prédictive, la partie la planification, le budget, tout
toute la partie analyse graphique qui demande des applications qui sont conçues pour faire ça. Et les besoins des utilisateurs sont bien différents de quelqu'un qui sont plus peut-être dans la création, plus dans l'innovation, plus dans la collaboration. Si on compare quelqu'un qui doit faire, par exemple, de la consostat, quelqu'un qui doit faire quelque chose de beaucoup plus structuré et prédéfini. Et encore plus, quand on descend au niveau de l'ERP, au niveau transactionnel, ce qui compte, c'est effectivement la partie, la cohérence des métadonnées. Donc, on voit comme dans notre vision, chaque ensemble d'activités doit tirer profit d'une application qui est spécifique pour ce type de besoin. Et c'est pour ça qu'on focalise notre attention sur des applications qui sont spécialisées, qui sont connectées d'un point de vue fonctionnel, parce que ce qu'on verra, on en parlera dans les cas qu'on verra, mais il faut qu'il y ait un flux fonctionnel d'informations qui passent de l'un à l'autre parce que chacune a besoin de l'autre. Je fais l'exemple classique. Je peux bien faire mon budget, après je fais mon réel, je fais mon closing, il faut bien que je puisse comparer les deux. Donc la connexion fonctionnelle est très importante, que d'un point de vue interface, on puisse avoir une unification, et on verra, je pense qu'on a déjà vu, je sais qu'on est à l'épisode 3, on a déjà vu comment SSI peut être vraiment ce système une visualisation commun à plusieurs applications et surtout modulaire, quelque chose de très important. Je pense que vous êtes certainement bien plus expérimenté que moi dans la partie implémentation et je dirais que la modularité est très importante parce que ça me permet d'aller de façon progressive dans l'adoption des solutions. Et donc, c'est pour ça que j'utilise et je visualise donc mon SAP Analytics Cloud à un certain niveau de traitement des données, donc pour tout ce qui est planification, tout ce qui est prédictif, tout ce qui est visualisation. J'ai des solutions spécifiques pour tout ce qui est, par exemple, closing d'un point de vue consolidation financière, donc par exemple, group reporting. J'ai des applications qui sont spécifiques à toute l'analyse de la profitabilité, donc à tout l'ensemble des besoins d'allocation de retraitement, par exemple. Je dois passer de ma compta générale à ma compta analytique, donc de toutes les répartitions dont je peux avoir besoin sont effectivement dans le domaine. Et évidemment, les fondations, donc l'ensemble de l'information transactionnelle, qui après est traitée par toutes ces applications, qui est S4HANA. Et c'est pour ça qu'on voit cette plateforme commune qui est la plateforme des données. Donc, voilà, là, évidemment, dans le monde SAP, nous, on parle d'ANA parce que c'est notre plateforme pour toutes les applications. Les données, progressivement, montent vers des visions et des traitements plus agrégés, comme effectivement dans le cas de SAP Analytics Cloud for Planning. Et évidemment, une fois traitée cette information, une fois transformée, pourquoi pas Profitability and Performance Management pour en faire des, Group Reporting pour en faire encore d'autres transformations, des écritures qui puissent effectivement revenir dans le monde, dans cette plateforme commune et qui puissent donc alimenter, représenté par des arbres, qui puissent alimenter cet écosystème de données qui trouve sa cohérence dans cet ensemble de solutions. Et évidemment, le tout que soit disponible dans le cloud. Je crois que le dernier arrivé dans la famille dans le cloud est Profitability and Performance Management qui est arrivé 7 juin dans la famille cloud. Or, on se focalise sur la partie SAP Analytics Cloud pour planning, mais effectivement, on a déjà vu tout ce qui est offert par SAP Analytics Cloud dans la BI, dans le prédictif. Mais quels sont les points clés du planning? Je pense que la chose importante à partager, au-delà de lire les slides, toutes les capacités, c'est vraiment de dire que c'est une plateforme pour répondre à tous les besoins de planning. Et si on regarde nos besoins de planning, quand on fait notre budget, notre planning, évidemment, on a besoin de toutes les analyses motifs, donc de pouvoir faire des scénarios, de pouvoir modéliser, de pouvoir faire des hypothèses. Mais typiquement, on sait que les Value Driver Tree nous permet de modéliser et de visualiser un certain nombre de choses. On a besoin de workflow, on a besoin peut-être parfois de faire des choses un peu compliquées. Le driver-based planning, il faut que j'identifie mes drivers, etc., etc. Certainement, on voit comment le prédictif peut m'aider à identifier les drivers, mais après, il faut bien que j'utilise les drivers dans mon planning. Je vois par exemple l'importance de la gestion des hiérarchies, c'est quelque chose qui est géré, mais aussi très intéressant la manière dans laquelle je gère les versions. Quelque chose qu'on veut éviter, on veut éviter que ceux qui font le planning aillent chercher
dans d'autres applications beaucoup moins structurées. Par exemple, comme je ne veux pas que les gens voient la version sur laquelle je travaille parce que je dois faire des hypothèses qui soient moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un copier-coller des données, je me le mets dans un autre environnement et comme ça, personne ne le voit. Là, j'ai fait toutes mes hypothèses et après, je le remets dans l'environnement de planification. Non, non, je dois pouvoir gérer des versions qui me sont propres, que personne ne voit, mais qui en même temps me permet d'utiliser les hypothèses communes sur les taux de change, sur le coût d'un full-time employee, donc le coût effectivement du personnel, etc., etc., quels que soient les coûts de la matière première, etc., etc. Pouvoir avoir un moteur d'allocation, on en parlera aussi parmi les cas d'usage, un moteur d'allocation qui soit à la portée de l'utilisateur final. Je pense que c'est un élément très important dans Apprentice Cloud for Planning. C'est la possibilité de permettre à l'utilisateur métier d'utiliser l'application, donc un moteur d'allocation qui me permette de pouvoir être paramétré, pas par un expert IT, mais par quelqu'un qui connaît le métier et qui dit, ben voilà, ici je vais utiliser comme driver d'allocation le nombre de personnes, ici je vais utiliser le chiffre d'affaires, ici je vais utiliser une autre chose, donc je puisse le faire de façon à la mesure de la personne métier, je dirais. Et la collaboration, on en parlera, ça aussi très important. Aujourd'hui, on voit de plus en plus la nécessité d'accélérer les rythmes de planification et donc l'importance d'avoir un environnement collaboratif qui me permet de pouvoir travailler un peu avec mes collègues, de pouvoir échanger, pourquoi pas des versions privées, mais de pouvoir aussi voir comment intégrer quelqu'un. Moi, personnellement, chez SAP, j'ai la charge des, du développement commercial des solutions, donc ça Analytics Planning et Profitability and Performance Management au niveau EMEA. J'ai besoin de la contribution de celui qui est basé en France, de celui qui est basé en Belgique, pour que chacun puisse me donner leur contribution. Donc, on puisse facilement collaborer. Mais voilà, je pense que c'est vrai que je m'enflamme quand je parle de cette application parce que je pense vraiment que c'est une application qui peut répondre à des besoins qui sont les besoins quotidiens de nos contrôleurs de gestion. Non, mais on sent la passion, Antonio, dans ta voix, et c'est plutôt plaisant. Non, non, j'entends pas mal de choses qui effectivement sont importantes dans ce que tu soulignes. Il y a le côté collaboration, mais on en reviendra peut-être un petit peu après là-dessus. Il y a le côté simple d'utilisation. Ce que tu pointes du doigt, c'est aussi ce qu'on a essayé de montrer dans les 2 premiers épisodes, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas destiné à, entre guillemets, à des experts IT. C'est vraiment de donner la main aux utilisateurs, de raccourcir les phases aussi de construction, voilà, de vraiment leur donner une solution pour qu'ils puissent être autonomes et accélérer justement, comme tu le dis, peut-être plusieurs versions, peut-être de simulation, de collaboration, etc. Pas mal de choses. Avant de passer après sur la partie démonstration, j'avais quand même quelques petites questions. Je regardais un petit peu les participants ici. La plupart ne sont j'en vois quand même ici quelques-uns qui sont équipés de solutions SAP pour la planification, notamment BPC et IBP. Une première question sur comment s'intègre cette solution justement quand on est équipé justement de ces 2 solutions. Est-ce que c'est quelque chose qui va remplacer? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus le scope? Bien sûr, ça c'est ma passion, c'est le positionnement des solutions entre elles. Non, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est vrai que on a une base installée de PC assez importante et c'est vrai que la question se pose. Alors là, je ferai une petite différence entre IBP et BPC. C'est vrai que dans le cas de BPC, on est dans un domaine qui est effectivement la planification. Donc, on est dans le même domaine et le besoin que je trouve souvent exprimé par les clients, c'est de dire, écoute, voilà, on a quand même développé toute une application, on a plusieurs applications parfois, on a quand même des investissements de fait et aussi les utilisateurs ont certaines habitudes. On aimerait bien que cette évolution se fasse de façon progressive. Donc, une des choses sur lesquelles notre développement a travaillé, c'est de pouvoir créer des environnements hybrides. C'est quoi un environnement hybride? C'est un environnement dans lequel j'ai, par exemple, le BPC qui continue à être là, mais je commence à avoir un pilote. Un pilote, c'est une de mes unités de reporting qui commence à utiliser SAP Planning, SAP Analytics Cloud for Planning. Et effectivement, c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que dans ce type d'approche, l'idée c'est laquelle? C'est que quelqu'un puisse commencer à utiliser tous les avantages de l'application cloud, donc
les éléments que vous avez vus, la partie BI, la partie prédictive, la partie planning, mais qu'après, une fois faite son élaboration budgétaire à lui ou à elle, que ces données puissent être enregistrées aussi localement dans mes PC. Et effectivement, il y a une des fonctions d'hybride qui nous permet, quand je sauvegarde un modèle particulier dans SAC, SAP Analytics Cloud for Planning, qui était créé à partir de BPC, ben, ça me permet de stocker évidemment dans le cloud, mais aussi de stocker dans mes PC, évidemment avec certaines contraintes, c'est-à-dire le modèle que j'ai créé dans SAC, c'est un modèle qui est l'image de ce qui se trouve dans BPC, et donc d'un point de vue structure des données, j'ai exactement la même, c'est pour ça que je peux réécrire. Mais en même temps, localement, dans SAP Analytics Cloud for Planning, je peux utiliser toutes mes fonctions de BI, de prédictif, etc., pour faire mon élaboration budgétaire. Donc ça, c'est par exemple la réponse dans le cas de BPC. Dans le cas de BP, je dirais que c'est différent. Parce que dans le cas d'IBP, l'idée, c'est vraiment de répondre. C'est très intéressant parce que je suis arrivé un peu en retard à installer mon application pour faire ce call parce que j'étais avec Mathias Kramer, qui est donc le patron chez SAP du développement de SAP Analytics Cloud. Et effectivement, on disait, mais oui, c'est vrai qu'il faut bien positionner la partie IBP et la partie SAC Planning parce que SAC Planning, sa vocation, c'est justement de faire l'élaboration budgétaire, mais à partir des données qui sont, à partir d'un travail qui a été fait à une finesse très détaillée dans la partie IBP. Donc, typiquement, IBP, c'est mon SNOP, mon Sales and Operational Planning, donc mon planning de supply chain, mon planning de production, dans lequel j'ai un niveau de détail très important que je n'utilise pas dans la partie SSI. Par contre, j'ai des connecteurs, et là aussi, on discutait, évidemment, on a les connecteurs qui me permettent de définir dans SSI, par exemple, des objectifs financiers, les mettre dans IBP, utiliser mes objectifs de vente, par exemple, pour programmer la production, et après, programmer la production, ben, évidemment, qu'est-ce que je fais? Ben, oui, programmer la production, ça veut dire un impact de la matière première, peut-être ça veut dire des investissements sur les lignes de production. Tout ça, c'est du financier, donc que je puisse aller de IBP vers SAC, pour pouvoir faire dans la SSI ma planification. Ça, c'est typiquement soit à travers les connecteurs qui existent entre les deux, soit, n'oublions pas, c'est que je disais au début, l'importance de la plateforme. On a avec, par exemple, Sapana Cloud ou Sapana en général, on a la possibilité d'avoir cette plateforme dans laquelle chaque application partage son information et l'utilise au niveau de granularité qui lui est propre et qui donc nous permet d'optimiser le comportement de chaque application. C'est très clair. Et justement, alors c'est peut-être plus une question rhétorique, on va dire, mais pour assurer un petit peu les autres participants, si on n'est pas équipé IBP, BPC, qu'on ne sait même pas ce que c'est, est-ce que le module planning, ça, peut être utilisé tout seul? Absolument. Moi, je dirais que justement, je dirais que parmi toutes les applications SAP, probablement, il n'y en a pas il y en a pas peu, hein, il y en a un paquet. Quand je regarde la presse liste SAP, c'est un truc énorme. Mais parmi toutes les applications SAP, s'il y en a une que vraiment n'a pas besoin d'un footprint SAP, c'est justement SAP Analytics Cloud for Planning. Parce que clairement, je fais mon élaboration budgétaire, c'est dans le cloud, donc je n'installe rien qui puisse être à SAP. Donc, je n'ai pas besoin, ma plateforme ANA, de l'installer. Tout est dans le cloud. Et je peux alimenter effectivement mon SAP Analytics Cloud à partir de plusieurs sources. Donc, absolument, j'ai une application qui est standalone. Je dis ça parce que je te remercie de cette question, Mathieu, parce que c'est vrai que je me souviens, souvent les clients me demandaient, mais est-ce qu'il faut que j'ai S4 parce que autrement, si j'ai ECC ou si j'ai un autre ERP, non, si j'ai un autre ERP, évidemment, j'ai besoin de prendre les données qui concernent le réel et à partir du réel, faire mon élaboration budgétaire, mais non, je n'ai pas besoin de ça. Bien évidemment, puisque vous savez que je suis payé par SAP, donc ce n'est pas un secret que je reçois à chaque mois un salaire de la part des SAP, mais évidemment, vous pouvez bien imaginer que je serai là pour vous mettre en évidence la valeur de l'intégration de SAP Analytics Cloud for Planning avec le reste des applications, comme je fais avec IBP, comme je pourrais faire avec SuccessFactors, comme je pourrais faire avec plusieurs applications, S4 évidemment, mais je tiens quand même à préciser que je n'ai pas besoin d'avoir un NSAP Footprint pour utiliser SAC. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle de finances. Alors, c'est peut-être plus une question pour Claire que pour commencer, mais Claire, de ton expérience et dans le déploiement, c'est souvent dans la finance, mais c'est que dans la finance ou ça peut être autre chose?
Alors effectivement, on a souvent des projets dans la finance, donc sur de l'élaboration budgétaire, on en a un en cours, mais on a aussi des demandes sur des projets qui sont un peu décorrélés de la finance, où en ce moment on travaille par exemple sur un projet pilote plutôt industriel, où on va aller chercher en fait la rentabilité, donc on va faire de la simulation, donc sur différentes variables, hein, on va faire des scénarios what if, et voir comment on pourrait optimiser un petit peu les processus de fabrication, optimiser la rentabilité. Et donc dans ce cas-là, on est complètement décorrélé de la finance. Et c'est d'ailleurs même un projet qui était parti plutôt juste de la data vise, du reporting classique, qu'on est venu enrichir avec de la simulation en utilisant SAC. C'est vrai que c'est intéressant ce côté-là, c'est que on a déjà eu des cas où on partait du côté, on va dire purement data vise, exploration de la donnée, où on se rendait compte qu'il y avait des besoins de simulation qui emmenaient justement vers l'utilisation de planning, du module planning, mais on verra que ce n'est pas que pour la planification budgétaire côté finance, on va dire. Peut-être tu voulais rebondir là-dessus, Antonio? Absolument, absolument. Moi, je peux faire quelques exemples. C'est vrai que pour nous, c'est très important de positionner SAP Discard for Planning comme une plateforme de planning et pas comme une application de planning. Je dis ça parce que je fais l'exemple classique, mais j'imagine que chacun a vécu ça. Je fais mon plan de vente et je fais mon plan RH. Donc typiquement, dans mon plan de vente, ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai, ben, voilà, cette année, je vais vendre plus. Donc pour vendre plus, il faut que je récolte des commerciaux, patati patata. Or, récolter des commerciaux, ça veut dire quoi? Ben, j'imagine que chaque commercial va me apporter cette quantité de chiffre d'affaires. Donc je vais recruter 2 commerciaux. De son côté, la RH fait son plan aussi, dans lequel ben, on prévoit de recruter. Oh ben ça tombe bien, la RH a prévu de recruter 3 commerciaux. Ah c'est bien, on est en ligne. Dommage que dans le planning RH, c'est que je vois aussi que quand même, il y a 2 personnes qui partent à la retraite. Ah ben zut. Alors finalement, mon bilan final, ce n'est pas 2 personnes de recruter, mais c'est une de recruter, c'est-à-dire 3 de recruter, mais 2 qui partent. Et ça, c'est le cas classique d'une mécompréhension qu'il faut résoudre tout de suite parce que d'un point de vue pratique, ben, si dans la même plateforme j'ai les deux, je me rends compte tout de suite de cette incohérence et donc de la possibilité d'harmoniser. De la même manière, comme on disait dans le cas d'IBP, ben, j'ai des contraintes financières pour mettre à jour ma ligne de production. Évidemment, ces contraintes auront un impact financier que je dois prendre en compte dans mon plan financier, mais comme aussi je dois prendre en compte dans mon plan financier le départ à la retraite de certaines personnes et le recrutement d'autres personnes. Parce que recruter, ce n'est pas seulement des salaires, c'est aussi peut-être des chasseurs de tête, c'est un ensemble de coûts qui sont liés à ça. Et ces coûts ont un impact financier. Donc, on voit bien qu'il nous faut une plateforme dans laquelle ces éléments puissent être mis ensemble et puissent donc permettre de faire du bon travail, c'est-à-dire une harmonisation des actions qui sont nécessaires dans mon entreprise. Ouais. Et encore une fois, là, pour compléter, c'est vrai que c'est un message qu'on essaye aussi j'allais dire de marteler, mais de bien positionner. C'est que ce côté désilotage des données qui est important, justement, et qui est possible dans ces plateformes-là, de désilotage des données, justement, de recouper un peu l'information. Et je pense que un des autres aspects, au-delà des fonctionnalités de planning, de prévisionnel, etc., d'une solution cloud comme ça, c'est le côté collaboratif. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Je pense que ça, c'est un point vraiment important dans la solution. Absolument, absolument. Moi, comme je vous disais, je le vis moi au quotidien, dans le sens pour pouvoir faire mes prévisions de vente concernant Sapin Success for Planning et Profitability and Performance Management dans IMEA, donc IMEA North, c'est mon rôle chez SAP. Mais effectivement, j'ai besoin de la contribution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de pouvoir demander à un de mes collègues dans un autre pays, écoute, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu penses faire le mois prochain, que je puisse moi après mettre ensemble cette information et communiquer donc sur la base de toutes ces contributions. Et cette collaboration, c'est quelque chose qui ne doit pas, je ne dois pas ni demander à l'IT, s'il te plaît, rajoute-moi quelqu'un dans la liste des personnes avec qui je travaille, ni prendre l'email, envoyer quelque chose, la personne m'envoie un Excel dans l'email, après je le prends, je le copie dans mon planning. Non, non. Moi, je veux pouvoir dire à quelqu'un, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour demain midi, me donner ça? Je vais voir si la personne répond oui ou non. S'il répond oui, je vais voir que dans le calendrier, c'est marqué
que pour cette date-là, la personne me donnera ça. Quand la personne me donne des choses, je vais être sûr que la personne ne va pas continuer à modifier les données. Donc, qu'il y a un workflow qui se met en place dans lequel, une fois que la personne me l'a soumis et c'est moi qui dois l'approuver, personne change jusqu'à ce que personne peut changer. Donc, c'est le rôle de l'application, m'assurer que personne peut changer, sauf si moi, je décide, écoute, s'il te plaît, revois ta copie parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et dans ce cas-là, vous voyez, un outil dans lequel moi, en tant qu'utilisateur métier, je puisse demander tout ça à travers des clics, à travers pas du code à écrire, pas le besoin de faire intervenir l'IT, mais de le faire moi-même en prenant d'une liste de collègues le ou la collègue avec qui je dois travailler, en lui envoyant, en disant c'est moi qui valide et créer automatiquement ce workflow sans besoin d'avoir une connaissance IT. Exactement. On va illustrer ça tout de suite maintenant avec la démonstration pour montrer justement la simplicité d'utilisation, le côté collaboratif et puis toutes les fonctionnalités. Du coup, je vais passer la main à Claire, qui va nous montrer tout ça. Merci. Alors, je pense que vous voyez bien. C'est parfait. Voilà, donc on va commencer avec la démo. Donc ici, je suis connectée à notre tenant SAC, donc qui est exactement le même que vous avez vu lors des précédents épisodes. Donc ici, je vais aller accéder dans mes favoris à la présentation d'aujourd'hui. C'est bon. Voilà, donc pour la présentation d'aujourd'hui, donc j'ai ici une story SAC dans laquelle on va aller explorer un petit peu les différentes fonctionnalités planning. Donc on va prendre un simple cas d'usage, donc une entreprise par exemple de manufacturing, et on va s'intéresser donc à différents composants. Donc on va regarder dans un premier temps donc, ce qui va composer mon résultat d'exploitation. Donc on va aller regarder des ventes et des dépenses sur lesquelles on va pouvoir faire par exemple du forecast en utilisant les algorithmes de l'outil, faire des modifications après à la main. Utiliser également donc les fonctionnalités de désallocation, donc au niveau, on va regarder des dépenses. On verra ensuite toute la partie collaboration dont on vient justement de parler, donc sur le calendrier, l'attribution des tâches, les commentaires, etc. Et on viendra ensuite, dans un second temps, regarder comment on peut inclure avec tout ça des scénarios de simulation. Donc là, on ira plutôt sur la partie production et on pourra du coup tester un petit peu différentes hypothèses. Donc on va commencer ici juste avec une petite vision générale, donc simplement pour regarder un petit peu la situation actuelle de l'entreprise. Donc ici, ce qu'on voit, c'est simplement voilà, de la data vise, un reporting classique, juste pour rappeler que en fait, la solution SAC Planning s'intègre pleinement avec tout le reste, ce que vous avez pu voir dans les précédents épisodes. C'est deux choses qui vont vraiment ensemble et qui ne sont pas séparées. Donc ici, on a un reporting classique, donc on voit nos ventes, notre marge, on a un écart à date par rapport à l'année précédente. Donc on voit très bien que là, l'activité, elle a un petit peu chuté cette année. Donc on va retrouver ensuite un certain nombre d'analyses, donc notamment ici le pays, donc des marques, des domaines de produits, etc. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on travaille sur la version qu'on appelle actual des données, donc c'est nos données historiques, c'est le réel. Et c'est ce qui va nous servir en fait de base pour ensuite travailler sur des versions de forecast, de budget, de simulation. Donc on va passer tout de suite à la page suivante. Donc ici, on est sur un onglet de prévision des ventes. Donc on va retrouver dans la partie centrale un tableau où je vais pouvoir faire mon forecast. Et sur la droite, on verra un certain nombre de graphiques qui nous permettent d'avoir à la fois une visualisation chiffrée et du coup plus visuelle pour avoir un petit peu les deux. Donc ce qu'on va retrouver, c'est aussi un certain nombre de filtres là-haut. Donc on va pouvoir travailler à différentes granularités, se concentrer selon la personne également qui se connecte et qui fait son forecast. Donc moi, je vais rester ici sur le global. Donc, ce qu'on voit au niveau du tableau, c'est deux parties. Donc, la partie qu'on a appelée Actual, donc c'est ce qu'on a vu sur l'onglet précédent, c'est les données historiques réelles, donc jusqu'à la fin du mois de juin. Et ensuite, on a ici une partie Forecast qui est déjà pré-remplie, qu'on va venir du coup modifier en utilisant les fonctionnalités de l'outil. Donc ici, on est sur les ventes, donc on va pouvoir agir par exemple sur les quantités vendues. Et donc, on voit ici par exemple une hiérarchie de produits, donc dans laquelle on peut naviguer au sein du tableau. On va retrouver des prix dans le moyen et donc l'objectif, ça va être de recalculer ici tout en bas des revenus. Voilà. Donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'on utilise des versions de données différentes. Donc, cette version historique, cette version forecast, c'est des éléments qu'on a mis en place ici.
et qui sont tout à fait accessibles. Je ne sais pas si vous voyez la partie de droite, mais... Donc là, on a des versions qui sont publiques, donc c'est des versions qui sont partagées avec les autres utilisateurs qui ont accès à la fois aux données et à la présentation. Mais on a aussi la possibilité de se créer des versions privées. Donc les versions privées, ce sera des versions qui sont propres à l'utilisateur en question. Et voilà, qu'il pourra ensuite donc soit seulement visualiser pour lui-même s'il veut faire de la simulation, des scénarios qu'il ne veut pas partager avec les autres. Donc Anthony en parlait un petit peu tout à l'heure. Et ensuite la possibilité de partager avec les autres. Donc ici, je suis sur une version publique de Forecast et je vais lancer une prévision. Donc ici, dans les outils, j'ai accès aux algorithmes de prévision, donc tout est automatisé, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour le faire. Donc ici, je vais choisir la période de prévision. Donc ici, on va commencer sur juillet et on va aller jusqu'à la fin de l'année, donc pour travailler sur le deuxième semestre. Donc, on peut choisir la granularité de la prévision. On va rester ici sur le mois. Donc, on voit qu'on va ici prévoir les quantités, donc à travers toute la hiérarchie de produits ici qui est en place. Et donc, après, on a un certain nombre d'options avancées également qu'on peut définir. Donc, ici, on va rester comme ça. Donc, on voit bien que la version d'entrée, donc c'est ce qui va servir de référence, c'est les données actual, c'est le réel, donc l'historique depuis 2017. Donc ensuite, je vais du coup lancer l'aperçu, donc qui va me donner à la fois la vision tabulaire et graphique du forecast. Donc ça met quelques secondes pour charger. Et ensuite, on va du coup pouvoir intégrer ce résultat des prévisions, s'il nous semble satisfaisant, au tableau. Donc ici, j'ai la vision, donc je vois qu'il m'a fait une prévision qu'il estime avec une qualité de 5 sur 5, donc par rapport à un modèle qu'il a défini. Donc ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est la ligne pleine, donc c'est mes données réelles, et la ligne en pointillé, c'est le modèle qu'il a mis en place. Donc je vais pouvoir me concentrer peut-être sur une période plus récente pour voir ce qu'il a sorti comme résultat. Donc on voit ici toute la partie prévision avec l'intervalle de confiance qui se trouve autour. Donc on a pareil, donc la vision tabulaire dessous pour avoir les données mois par mois qu'on va du coup venir intégrer dans le tableau. Donc ici, je vais faire OK. Et on verra donc en jaune dans le tableau, ce seront les cellules qui ont été impactées, qui ont été modifiées par ce qu'on vient de lancer comme prévision. Donc au niveau des quantités et des revenus, on devrait avoir un impact. Donc c'est vraiment voilà l'idée d'un forecast qu'on va venir constamment mettre à jour si on le souhaite par rapport à un historique qui peut-être évolue. On va injecter des nouvelles données tous les jours, du coup on va pouvoir peut-être ajuster le forecast. Voilà, donc on voit bien ici en jaune toutes les cellules qui ont été impactées. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc d'un côté, il y a le côté utilisation de l'algorithme pour en fait accélérer surtout cette création du forecast et utiliser un petit peu les fonctionnalités du coup disons, intelligentes de l'outil. Mais il n'empêche que l'utilisateur, le métier aura quand même toujours la connaissance et l'expérience, donc on va pouvoir venir modifier directement dans le tableau, apporter peut-être quelques changements parce qu'on sait que par exemple, on va lancer une campagne de promotion sur le mois de décembre et qu'on estime que ça va permettre d'augmenter un petit peu plus les quantités que ce qui était prévu ici par le forecast. Donc, on va prendre ici, par exemple, un pays. Pour faire l'exemple, on va se mettre sur l'Espagne et on va venir saisir donc manuellement dans le tableau des données pour améliorer un petit peu le forecast. Donc, on voit qu'on a tout qui se met à jour en même temps. Et donc là, on va proposer par exemple donc comme je le disais, par exemple une campagne ici au mois de décembre pour booster un petit peu les ventes qui sont légèrement en baisse par rapport au reste de l'année. Et on pourrait par exemple imaginer que sur la marque numéro 3, on est plutôt satisfait en fait du chiffre qui est ici et qu'on va pas vouloir qu'il soit impacté par ce changement. Donc on pourrait ici verrouiller la cellule. Et du coup, le changement que je vais appliquer au niveau des données ici générales va s'appliquer uniquement sur le reste et non sur celle-là. Donc, ce qu'on va faire ici, par exemple, c'est qu'on va faire un plus 5%. Donc, je fais entrée. Donc, c'est vraiment, tout est directement dans la table. Et ensuite, on va voir pareil que tout à l'heure, en jaune, les cellules qui sont impactées par le changement. Donc, au niveau ici, normalement des marques et des revenus en conséquence. Et donc après, ce qu'on verra également, c'est que ce changement, il se fait ici au niveau de la marque, mais il se fait aussi au niveau de
tous les produits qui sont en dessous, donc tout est désagrégé automatiquement. Donc ici, on va pouvoir descendre un petit peu dans la hiérarchie produit et voir que tout est mis à jour. Donc en fait, il va aller respecter les proportions qu'on avait avant, simplement adapter la valeur donc, de plus 5%. Sachant que cette désagrégation qui se fait ici, de manière automatique, on peut aussi venir l'ajuster manuellement si on le souhaite. Donc pour changer par exemple la clé de répartition, on peut demander ce que ce soit équitable, est-ce que ce soit manuel, donc une saisie par pourcentage, etc. Donc ici par exemple, si je me mets là et que je fais distribuer la valeur, donc j'ai le panneau qui s'ouvre sur la droite et qui va me permettre ici de choisir donc à quel niveau je veux redistribuer mes valeurs. Donc ici je vais me placer sur les différents produits. Et je vais pouvoir saisir, par exemple, ici, des pondérations différentes que celles qui sont actuellement. Donc actuellement, c'est proportionnel à ce que j'avais avant. Donc on a ici les pourcentages qui s'affichent. Je pourrais venir les changer et mettre, par exemple, plutôt du 5 et du 95 et ça va changer la répartition. Donc on voit là les cellules qui sont affectées directement dans le tableau. Voilà. Donc, je vais annuler, revenir ici. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de travailler sur les prédictions, de faire du forecast, donc en combinant l'algorithme de l'outil avec la connaissance métier et certains peut-être processus dont on a connaissance qui peuvent venir enrichir ces données. Donc ça, c'est pour la partie du coup prédiction des ventes. On a les résultats graphiques à droite et on va pouvoir ensuite avancer sur la partie des dépenses. Donc ici sur l'onglet suivant, donc on a en fait des dépenses d'exploitation qui sont renseignées. Donc par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont renseignés, mais à un niveau en fait non renseigné sur les différentes sur la hiérarchie de produits. Donc on est ici sur le symbole dièse qui montre que c'est non affecté, et on va pouvoir utiliser les fonctions de désagrégation de l'outil pour en fait répartir la valeur totale à travers cette hiérarchie de produits. Donc, on a ici, pareil, donc les dépenses d'exploitation totale qui sont découpées donc selon différentes dépenses, marketing, frais de personnel, l'IT et d'autres. Et donc, on va pouvoir faire cette action donc au niveau de tout ça. Donc, ici, pareil, donc on a choisi par exemple un pays, la France, et on va lancer. Donc ici, en fait, on a un bouton qui nous permet d'exécuter une action sur les données. Une action sur les données, c'est en fait un peu un processus qu'on a mis en place où on a défini des règles de gestion et qui va venir tourner sur les données et mettre à jour les données ici du tableau. Donc le processus ici qui est en place, c'est un processus de désagrégation des données selon un driver qu'on a renseigné. Donc je vais lancer l'action. Ici, je choisis la version sur laquelle je souhaite travailler. Donc nous, on travaille sur le forecast. Et je vais exécuter l'action. Donc du coup, elle va tourner, ça va désagréger ici selon ce que j'ai défini, donc c'est-à-dire de prendre en fait cette valeur totale des dépenses d'exploitation et de la répartir à travers les différents produits en fonction du revenu. Donc revenu qu'on a prédit dans l'étape précédente. Donc simplement pendant que ça charge pour vous montrer, c'est ici un processus d'attribution qu'on a créé. Donc pour lequel on va simplement trouver donc ici une étape avec une règle de gestion toute simple qui dit que la source, c'est mes dépenses d'exploitation. L'inducteur, donc le driver, c'est ce qui va venir définir comment répartir ces dépenses, c'est mon revenu, à travers la hiérarchie de produits. Donc c'est un écran vraiment simple où on va aller simplement sélectionner les éléments qui nous intéressent pour reproduire cette désagrégation. Voilà. Donc ça charge encore. Donc voilà, donc sachant qu'on peut toujours exécuter par exemple en arrière-plan si ça prend un petit peu de temps et ça nous permet nous donc de continuer à travailler peut-être sur autre chose. Donc ici on va pouvoir peut-être s'intéresser un petit peu aux graphiques qui sont à droite. Donc on a toutes ces fonctionnalités qui seront intéressantes une fois que ce sera désagrégé, qui nous permettront de voir. Donc ici on a un graphique donc avec une hiérarchie justement sur les produits qui vont nous permettre de voir les résultats de cette désagrégation. Donc là, j'ai un message qui s'affiche en bas de la page qui me dit que l'actualisation a réussi et a complété.
Et je vais pouvoir du coup actualiser ici mes données pour voir ce que ça donne comme résultat. Donc on aura toujours normalement en jaune les cellules impactées. On voit bien sur la ligne ici non assignée qu'on a maintenant 0 de partout et que ces valeurs ont été au contraire réparties dans les différentes marques et tout en dessous au niveau de la hiérarchie de produits. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir ici par exemple dans le graphique dont je parlais. Donc je vais pouvoir regarder par exemple si je le souhaite les dépenses marketing. Au niveau de la marque 3, je vais descendre dans la hiérarchie et je vais voir comment ça s'est réparti au niveau des différents domaines de produits. Donc ça, c'est pour la partie dépenses et désagrégation. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'onglet suivant, donc qui est la vision du résultat d'exploitation. Donc ici, ce qu'on a mis en place, c'est une arborescence de création de valeur, donc qui permet de montrer en fait ce résultat d'exploitation, de quoi il est composé, comment est-ce qu'il est calculé. Donc on voit ici qu'on part donc d'un prix moyen par des quantités, ça nous donne le revenu, après le coût des ventes, ça donne la marge, et après on va à cela soustraire les dépenses d'exploitation, et ça nous donne le résultat final. Donc la possibilité ici, c'est de venir directement modifier les données. Donc ça nous permet aussi de voir toute la chaîne en fait de création de valeur, donc jusqu'au résultat d'exploitation. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va illustrer un petit peu la collaboration, et donc je vais demander par exemple à Mathieu de venir faire une révision peut-être du forecast, apporter ces modifications. Donc pour cela, je vais venir en fait créer dans le calendrier une tâche que je vais attribuer à Mathieu, et ça va lui envoyer du coup une notification pour lui demander de venir faire sa mise à jour. Donc ici, je suis sur la vue calendrier, donc on a différentes façons de regarder les tâches et les processus qui sont en place. Donc ici, par exemple, j'ai la vue Gantt, la vue par liste, où j'ai toutes mes tâches du coup qui sont disponibles ici avec la vision donc du début, de la fin, le statut de la tâche et sa progression. Donc ici, par exemple, si je me mets sur la vue Gantt, j'ai un processus ici qui est mis en place de mise à jour du forecast qui est composé de plusieurs tâches. Donc on a ici, on voit qu'on est à 0%, donc ça n'a pas encore été commencé. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle tâche et que je vais l'attribuer ici à Mathieu. Donc on va créer ici une tâche. On va l'appeler révision du forecast pour la France. Donc Mathieu est en charge de la France. Donc je vais lui donner 1 heure pour réaliser cette tâche. J'espère que ça lui suffira. Et je vais ajouter donc cette tâche au sein de ma mise à jour du forecast qui est le processus que l'on a derrière. Donc je vais créer ici la tâche. Voilà, donc qui s'ajoute sur mon calendrier. Alors ici, donc comme elle est un peu courte, elle ne s'affiche pas en entier. Et sur la partie de droite, dans les détails, je vais pouvoir faire quelques modifications. Donc ici, je vois donc le statut de la tâche, donc je vais la rendre active, qui puisse la modifier. Donc ici, on a une date de début, une date de fin. Donc c'est ce que j'ai défini précédemment. Je vais ajouter un fichier de travail. Donc ça va être la présentation sur laquelle on était juste avant. Donc ça va donner en fait un lien direct vers la présentation pour qu'ils puissent faire justement les modifications. Donc je vais pouvoir ajouter ici une description. Donc par exemple, merci de mettre à jour le forecast pour la France. Donc comme ça, il aura un petit peu plus de contexte, il saura exactement ce que j'attends de lui. Donc ici, j'ai la période qui est renseignée, que je peux modifier. Donc la durée totale d'1 heure. Et ensuite, donc ici, on a la possibilité de définir du coup un certain nombre de rôles. Donc le propriétaire, c'est moi qui ai créé la tâche. Le responsable, c'est du coup Mathieu qui va devoir exécuter cette tâche. Ensuite, je vais pouvoir définir un réviseur. Donc le réviseur, ce sera par exemple moi. Donc ça veut dire que Mathieu va faire ses modifications. Il va changer les données et ensuite il va me soumettre ces modifications et moi je vais être en capacité de les accepter ou de les refuser. Et c'est là qu'on du coup ça viendra s'ajouter à mon forecast ou bien ce sera refusé et du coup il n'y aura pas d'impact et on reviendra là où on était avant. Donc ici on a la visualisation donc, du processus. Donc on a la possibilité aussi d'envoyer des rappels. Donc ça c'est intéressant quand on a beaucoup de personnes qui sont
qui sont intégrés par exemple dans une élaboration de budget. Donc on n'a pas besoin de faire à la main donc toutes les relances qui peuvent être des fois vraiment longues, surtout s'il y a beaucoup de personnes. Donc ici on a la possibilité d'envoyer des rappels et de garder au niveau du coup du calendrier la vision générale de l'état. Est-ce que ça a été commencé? Est-ce que c'est en retard? Qui en est où? Donc c'est pas mal. Et au niveau d'ailleurs des responsables de tâches, on a aussi la possibilité d'automatiser tout ça. Donc par exemple, si dans la structure du modèle, j'ai une dimension ici de pays à laquelle j'ai attribué en fait un responsable directement dans la structure de mon modèle, ça permet en fait de créer automatiquement des tâches et de les attribuer tout de suite aux bonnes personnes. Donc si j'avais par exemple des BU, j'en avais 50, je vais pas faire tout à la main, j'ai la possibilité d'automatiser tout ça. Donc ici, je vais mettre à jour la tâche. Donc ça va normalement envoyer la notification à Mathieu, à qui je vais redonner la main. Voilà. Pour faire ces modifications. Alors, je vais reprendre la main le temps juste de faire mon travail, vu qu'on m'a demandé d'intervenir sur le forecast au niveau France. Alors, vous devriez voir mon écran de nouveau. Du coup, alors déjà, j'ai dû recevoir un petit mail qui me dit effectivement que j'étais sélectionné pour faire une tâche ici. Bon. J'aurais pu cliquer directement sur le lien, mais sinon, si je vais sur mon compte SAC, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les notifications, et dans ces notifications, je vois que j'ai été sélectionné pour être responsable de la tâche révision du forecast France. Alors, je vais cliquer directement là-dessus. On voit que j'arrive ici. On voit ici que j'ai une tâche, pour l'instant, j'ai une date d'échéance dans 1 heure, donc il est temps que je m'active, que je vais pouvoir décliner si je ne souhaite pas travailler, mais je suis en bon terme avec Claire, donc je vais faire ça. Donc l'idée, c'est peut-être d'aller dans le résultat d'exploitation, et dans ce cas-là, alors, avec on n'a pas mis en place ici de filtre automatique, mais là, moi je suis responsable de la France, alors je vais me concentrer sur la France. Alors je vois la Suisse aussi, je vais éviter de parler de ce sujet aujourd'hui. Du coup, donc là on voit notre arme, je suis sur la France, j'ai fait cette chose-là, et on va imaginer ici que je me dis, tiens, sur les dépenses et marketing, je vais augmenter un peu les choses parce que j'ai envie de booster un peu les ventes. Donc je vais faire 1 plus, par exemple, 10% en pourcentage. Alors j'ai peut-être dû en faire trop, ouais. Plus 10%, vous voyez dessous, vous avez le chiffre, 10% en pourcentage. Et donc là, ça va se mettre en place. On voit ici, j'ai augmenté ça, ça a de l'impact ici sur les résultats d'exploitation. Forcément, qui dit dépenses de marketing, je vais devoir augmenter mes quantités parce que je sais que je vais avoir beaucoup de commandes parce que c'est une belle campagne que je vais faire. Donc je vais augmenter mes quantités et puis plutôt que de les saisir, vous voyez ici, on a quand même un petit slider. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici, hein, c'est peut-être un peu petit, mais vous avez en même temps les chiffres qui sont impactés pour voir à peu près. Et puis là, je me dis que allez, pour un 10%, je vais augmenter mes quantités de 7%. Et puis là, si je fais OK, on va voir toujours pareil, la chaîne qui se met à jour. Et maintenant, je vais pouvoir valider tout ça peut-être sur la partie là. Donc, on voit qu'elle est toujours active. Je peux aller voir dans mon calendrier si j'ai les choses et puis je vais pouvoir envoyer le tout. Alors, avant d'envoyer ça, il faut que je publie mes données. Bon, j'ai fait tout mon travail. Je publie mes données. Je vais publier ça. Ça y est, j'ai fait ma tâche ici. Merci Mathieu. Alors, je vais te redonner la main du coup. Hop, partage. Donc, j'ai été très efficace. J'avais 1 heure pour le faire. J'ai mis un peu moins de temps. Je connaissais très bien le sujet, donc ça allait bien. Voilà, donc je pense que vous voyez mon écran. Alors, yes, tout à fait. Voilà, donc du coup, j'ai ici accès à la tâche. Donc je vois qu'effectivement, elle a été commencée. Hop. Alors, je ne sais pas du coup si tu l'as validé ou pas, mais j'ai pas la... Non, je l'ai pas validé, je crois. Je l'ai pas validé. Je l'ai pas validé, tout à fait. Alors, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, ce qu'on voit ici, c'est que moi, en tant que réviseur,
j'ai la vision, donc de la date de début, la durée, donc il reste donc il est 45, 15 minutes. Et donc normalement ici j'ai la possibilité donc soit d'approuver, soit de refuser, sachant que toujours donc le fichier de travail est lié ici et je vais pouvoir aller consulter les modifications qu'a fait Mathieu. Donc normalement, si je viens me connecter ici et que je mets la France, donc normalement on voit aussi le résultat agrégé au niveau de tous les pays, mais si je mets la France, normalement je vois ici en fait les résultats de ce qu'a fait Mathieu, notamment puisque c'est une version publique donc qui est partagée avec moi, pour laquelle on voit que ça s'est mis en jaune partout, donc c'est qu'effectivement ça a été modifié, et donc là je vois l'impact de ce qu'a fait Mathieu. Est-ce que j'ai bien travaillé? Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre question. Bon, je vais proposer de passer à la suite quand même. Donc du coup, là, on a vu un petit peu l'activité de l'entreprise, on a vu ses ventes, ses dépenses, on a regardé jusqu'à son résultat d'exploitation. Donc là, on va aller regarder maintenant quelque chose un peu différent et on va se positionner plutôt sur sa fabrication, donc toute la production. Donc ici, en utilisant donc les outils de simulation. Donc ici, on est en fait sur du rendement matière. Donc il faut imaginer voilà qu'on a des donc là, pour la France ici, j'ai filtré sur le pays de la France. J'aurais pu prendre autre chose. J'ai différents sites sur lesquels je fais de la production. Et donc pour chacun de ces sites, j'ai des lignes de fabrication et des produits. Donc je me suis fixé un objectif de rendement matière à 90%. Donc c'est quelque chose que je fais visualiser dans mon tableau et aussi dans les graphiques de droite. Donc si je suis en vert, c'est que c'est bon. Et quand je suis ici dans le orange, je vois tout de suite que mon site C est en dessous des objectifs. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est travailler avec différents scénarios. Donc ce sont différentes versions des données que j'ai créées. Donc ici, je peux switcher sur le scénario 1, le 2, j'aurais pu en créer plus. Et je vais pouvoir du coup tester des hypothèses. Et dans la partie ici visualisation, je vais pouvoir comparer en fait le résultat de mes différents scénarios. Et ça va me permettre de voir du coup peut-être quelles sont les opportunités, quelle est la meilleure marche à suivre, et pouvoir tester un peu les différentes hypothèses que j'ai. Donc ici, ce que l'on va faire par exemple, c'est regarder pour le site C, donc on va descendre dans la hiérarchie, donc on voit les différentes lignes de fabrication. Donc on en a notamment deux ici qui sont en orange. On peut continuer à descendre dans la hiérarchie jusqu'au produit. Donc sur le scénario 1 par exemple, on pourrait venir directement modifier ici le rendement matière, donc se dire puisque mon objectif c'est 90%, en fait qu'est-ce qu'au niveau des quantités je dois faire pour obtenir 90% ici. Donc ce que je peux imaginer, c'est ici faire un lock de ma quantité fabriquée, donc savoir à quantité égale de combien je dois réduire ma quantité rejetée pour atteindre les objectifs. Et l'outil va ensuite venir désagréger tout ça sur les différents produits et me dire du coup comment améliorer ma situation. Donc ça, je peux le faire ici au niveau de la ligne, je peux le faire aussi au niveau du site pour voir l'impact que ça a, donc sur tout ce qui se trouve en dessous. Donc ici, par exemple, on va modifier directement dans le tableau la valeur, on va mettre 0,9 qui est mon objectif. Voilà, donc en jaune, toutes les cellules qui ont été impactées. Donc je vois que le site est toujours dans le orange, mais que ma ligne de fabrication, elle, est bien passée dans le vert, avec le détail ici de mes produits. Et je vois ma quantité rejetée ici, donc qui a été mise à jour. Donc ici, dans la partie de droite, ce que l'on voit, c'est que en fait, je dois réduire de 432 ma quantité rejetée pour atteindre cet objectif ici de 90%. Ce que l'on pourrait aussi imaginer, c'est rajouter au niveau du tableau donc un calcul. Donc on peut faire vraiment à la volée des choses directement dans le tableau. Donc ici, par exemple, je vais soustraire la quantité rejetée de mon scénario 1 par rapport au réel pour voir ce que ça représente au niveau donc, de chacune des lignes de mon tableau. Donc je vais ajouter un calcul ici. Voilà. Donc ici, je vois bien le détail pour chacun des produits, pour chacune des lignes de fabrication. Donc ensuite, c'est ce que l'on va retrouver pareil sur la partie de droite. Donc on peut faire différents scénarios, différentes hypothèses. Ici, j'ai souhaité modifier le rendement matière, mais j'aurais pu aussi modifier par exemple les volumes, les quantités, et voir l'impact que ça a sur le rendement.
Donc après, on a voilà, la possibilité de changer le scénario sur lequel on travaille et de comparer les résultats. Donc après, d'autres options qu'on va trouver, on n'aura peut-être pas le temps de tout parcourir, mais par exemple, on a la possibilité d'ajouter un membre directement tout de suite dans le tableau et de venir compléter de la même façon qu'on l'a fait ici, en changeant directement la valeur dans les cellules, compléter un nouveau rendement matière, compléter des nouveaux volumes et voir l'impact que ça a tant au niveau de la ligne de fabrication dans laquelle on s'est situé que du site et donc du coup l'impact même au niveau de la France entière. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais pour la démo. On avait 30 minutes, donc on est pile dans les temps. Right on time, c'est parfait. C'est vrai que ça permet d'avoir une vision un peu globale. Il y a énormément de fonctionnalités. C'est ce que disait Antonio tout à l'heure. Il y a énormément de choses que l'on peut faire dans l'outil. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment cette prise en main très simple. On est vraiment guidé dans toute l'interface. À travers des petits pop-up ou des petits messages, voilà, on est vraiment guidé dans l'utilisation et ça devient très simple de manager les différentes versions, que ce soit du forecast, les scénarios comme ici qu'on va mettre en place, 1, 2, le pessimiste, l'optimiste, et puis après on peut en discuter, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, cette prise en main. Alors je vais du coup reprendre la présentation. Ici, alors vous voyez ici j'étais resté sur mon arbre, peu importe. Si on revient ici, donc on en était resté à cette partie-là. Donc sur le module planning, donc on a vu effectivement il y a énormément de capacités sur les hiérarchies, il y a du Excel sur les formules, on n'a pas trop ici, l'allocation, le driver tree, enfin énormément de choses qu'on peut faire. C'est très complet, voilà, comme outil pour l'utiliser. On va dire chez pas mal maintenant, pour l'avoir déployé pas mal de fois, c'est vraiment quelque chose qui est très simple d'utilisation et qui est facilement adopté. Donc la démo, on vient de la parcourir. Alors je rappelle, c'est vrai que chez Sinovate, on a plus de 350 clients actifs. Vous voyez ici quelques exemples de noms. Tous ne sont pas encore, comme je le disais la dernière fois, sur SAP et sur le module planning. Mais ça, je pense que le chemin est naturel pour aller sur ces solutions. Si on peut citer peut-être une référence, on accompagne un groupe industriel sur justement quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux, sur la réalisation et pour la construction et les simulations budgétaires sur le périmètre aussi bien commercial qu'industriel. Peut-être Claire, tu peux peut-être détailler un petit peu le projet. Oui. Alors effectivement, là, on travaille en ce moment avec Ugitech, donc c'est de l'élaboration budgétaire. Mais donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler sur donc différentes versions de la donnée pour établir un forecast, un budget, mais aussi de la simulation. Donc on va faire les calculs, en fait, les soldes intermédiaires de gestion, du chiffre d'affaires, et on va pouvoir venir en fait modifier les différentes variables qui rentrent en compte dans ces calculs pour voir comment en fait on peut rentabiliser, adapter en fait sur les mois prévisionnels, adapter donc tous ces paramètres sur lesquels on a la main. Et donc ça va nous permettre de mettre à jour le budget. Donc c'est quelque chose qui est renseigné en fait même via un fichier Excel et qu'on va venir désagréger dans l'outil en utilisant les fonctionnalités de planning. Donc en fait on nous renseigne voilà un budget agrégé et nous on utilise l'historique, on utilise les drivers comme je vous ai montré avec l'allocation pour venir désagréger et réutiliser en fait toutes ces données à travers tous les calculs qui permettent de reconstruire un compte de résultat. J'imagine, Antonio, qu'aussi vous avez des belles histoires à raconter chez SAP sur ce module. Oui. Bon, j'en prends quelques-unes comme ça de mémoire et après, peut-être des cas assez différents, des industries différentes. Par exemple, un cas, c'est Pharma, Lonza, en Suisse. Alors, je sais que c'est un sujet difficile, mais bon, voilà, écoute, c'est la vie. Et effectivement, ce qui était intéressant dans leur cas, c'est qu'ils souhaitaient vraiment une approche plateforme planning. Donc, ils avaient besoin de faire le strategic plan, donc un plan stratégique assez agrégé, d'une durée bien plus importante, effectivement à 5 ans. Et ils avaient besoin après de faire le plan très financier par centre de coûts, très, très classique, je dirais. Et après, ils avaient besoin de faire aussi un plan RH. Donc, effectivement, ce full-time employees, les promotions, l'évolution de la masse salariale,
par rapport au départ à la retraite, au recrutement, les promotions, les variations aussi dans la pyramide, je dirais, des âges et donc des rôles dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'était un cas assez intéressant dans lequel trois applications très différentes avaient besoin de coexister pour pouvoir aussi échanger des informations. Un autre cas, alors c'est une organisation, ça appartient aux Nations Unies, c'est le Bureau pour l'immigration. Et c'est vrai que eux, c'est vraiment le budget de chacun de leurs centres, je dirais. Il y en a à peu près plus de 200, évidemment distribués un peu partout dans le monde, dans peut-être des situations de connectivité pas toujours simples. Donc l'intérêt de cette application, pour moi, c'était vraiment la facilité grâce au cloud de pouvoir déployer très facilement cette application. Et le troisième cas, c'est de mémoire, c'est en Hollande. Oui, 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 tout à fait. C'est une société qui fait donc c'est industriel, c'est des ampoules électriques. Et c'est vrai que ce qui était intéressant pour eux, c'est que ils avaient besoin d'utiliser un sous-produit du planning. C'est-à-dire, ils avaient besoin d'utiliser juste le moteur d'allocation que Claire nous a montré, parce qu'effectivement, leur besoin, c'était de dire, on voudrait que l'utilisateur métier puisse faire son allocation. Et arrêtez, ils partent de données de ECC, donc de l'ERP. Ils font leur allocation et après, ils repostent dans ECC le fruit de l'allocation. Et pour vous donner un peu une idée des volumes, 700 000 écritures sont faites chaque mois. Et leur objectif, c'était vraiment de pouvoir avoir une application à la main de l'utilisateur métier et qui puisse gérer des volumes demandés. Voilà, trois exemples très différents, je dirais, pharma, industrie, plutôt service, si on veut. Donc, voilà. D'accord, ouais, non, je pense que c'est des exemples assez parlants et qui mêlent un peu le tout. Alors, je disais surtout au premier épisode, on sent dans ces outils, dans cet outil que c'est dans cette solution, que c'est vraiment quelque chose d'important chez SAP, la convergence de pas mal de savoir-faire. J'imagine qu'il y a une feuille de route qui est définie. Alors, j'ai récupéré quelques éléments. Peut-être tu peux nous en dire plus. Je sais qu'il y a eu Sapphire dernièrement. Peut-être il y a des choses qui peuvent être mises. Pardon. Oui, absolument. Moi, je dirais, bon, vous savez qu'il y a eu le grand événement Sapphire qu'on a chaque année. Alors, cette année, bon, la situation, un peu comme l'année dernière, était telle qu'on a dû le faire à distance, donc virtuel. Mais ça n'empêche qu'il était quand même assez riche de contenu. Alors, je commence par un contenu qui n'est pas ici, que je trouvais très intéressant. On parlait de la possibilité de connecter SAP Analytics Cloud aux différentes applications. Donc, par exemple, pour Q3 de cette année, c'est que le développement a prévu, c'est de rendre disponible une application, donc ce n'est pas une version, qu'on soit clair, c'est du business content dans l'application. On en revient à la plateforme de planning et aux applications qui puissent se connecter à notre outil RH, donc SuccessFactors, qui puissent se connecter à S4, utiliser donc les informations d'S4, les informations de SuccessFactors pour pouvoir permettre une meilleure intégration de la planification RH. Donc c'est un peu la clé de lecture de ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on voudrait reprendre chacun des sujets de SSI et de pouvoir l'améliorer. Donc, une roadmap dans laquelle on est très à l'écoute de ce que les clients demandent. Et on s'est dit, ben, ils nous avaient dit, oui, vous avez déjà une application RH, mais on aimerait plus d'intégration avec à la fois la partie RH, mais aussi avec la partie ERP. Et bien voilà, c'est l'objectif. Et on voit dans chacun de ces thèmes, améliorer la saisie. Déjà, Claire nous a montré, la saisie est assez simple. La possibilité de dire plus 3%, effectivement, elle recalcule et redistribue tout, mais c'est de pouvoir encore améliorer les performances, de pouvoir encore optimiser, de pouvoir encore simplifier cette approche de prise en main de l'application. L'autre chose très importante, c'est, Claire nous a montré les algorithmes prédictifs prédéfinis, mais c'est vrai qu'on nous a demandé aussi de pouvoir créer plus d'algorithmes prédictifs. Donc, c'est de pouvoir travailler effectivement sur cette meilleure intégration
avec la partie prédictive, pas seulement comme une chose prédéfinie, mais aussi comme une chose qui peut être configurée et avancée. Après, évidemment, on n'est jamais assez riche en fonctionnalité dans tout ce qui est logique de calcul. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle on va livrer des choses très intéressantes, en particulier concernant l'allocation. Il y a des choses intéressantes qui se passent sur un certain type d'allocation, donc rendre encore plus riche le moteur de calcul. On a déjà vu, là aussi, Claire nous a montré, d'ailleurs tous les deux, hein, Claire et Mathieu nous ont montré leur échange, leur collaboration pour remplir le plan. On a vu que Mathieu était très efficace. Hein. Et voilà, donc Claire a dit ce qu'il faut faire, et Mathieu l'a exécuté, donc c'est très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement enrichir de plus en plus ces fonctionnalités de suivi, de modélisation, de workflow. Et bien sûr, c'est une réalité très forte. Aujourd'hui déjà, alors on ne l'a pas vu, mais il y a déjà un connecteur, un add-on Excel pour Sapientics Outflow Planning. Et l'idée, c'est de pouvoir améliorer de plus en plus ces connecteurs avec de plus en plus de fonctionnalités, de façon à ceux qui le préfèrent de pouvoir utiliser effectivement leur interface habituelle Office pour alimenter l'application. Ok, bah merci Antonio. On voit qu'il y a encore pas mal de choses qui arrivent, ça c'est plutôt plaisant. Juste pour le redire, c'est vrai que je l'avais déjà évoqué dans certains épisodes précédents. Effectivement, SAP est très à l'écoute. Il y a notamment l'ID Project, l'ID Place, qui permet de faire des feedbacks des utilisateurs avec un système de vote. Voilà, c'est vraiment quelque chose où chacun va pouvoir voter ou proposer des nouvelles fonctionnalités manquantes. Et bah voilà, le côté aussi cloud permet des déploiements réguliers de la solution qui sont transparents pour les utilisateurs, mais qui permettent d'apporter pas mal de fonctionnalités. Donc voilà, il y a cette écoute qui est assez présente. Et puis on voit, voilà, au fur et à mesure, hein, nous on est partenaires sur la solution, donc c'est vrai qu'on a des fois les versions un peu en avance. On voit vraiment l'évolution, autant dans l'interface, dans la façon d'utiliser, la simplicité. Voilà, on a vraiment un outil qui est mûr, qui est stable et qui répond bien déjà aux attentes. Et puis on a hâte de voir les prochaines choses qui arrivent. Alors je l'avais pas dit au tout début, mais voilà, je vois que les participants sont habitués. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le côté. Je vois que voilà, certaines personnes sont très actives. Alors je vois un petit coup d'œil sur le temps si on a le temps un petit peu d'échanger là-dessus. Alors j'ai une première question sur l'adoption de l'outil et la prise en main. Voilà, j'ai deux questions un peu voilà sur ce thème-là. Peut-être Claire, ton retour d'expérience sur l'adoption de l'outil et la prise en main suite au projet justement on déploie les choses. Oui, alors c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment user-friendly, c'est vraiment quelque chose qui est fait et pensé pour l'utilisateur. Donc on n'a pas besoin forcément d'être un expert pour faire par exemple son processus d'allocation. Donc c'est ce que j'ai montré rapidement tout à l'heure. Hein. On a juste une liste, tout est très visuel. On va venir sélectionner les différents éléments. Donc normalement, oui, c'est quelque chose qui se prend très bien en main, donc avec toujours un peu de formation et d'accompagnement, mais c'est quelque chose qui est pensé pour l'utilisateur et pas pour un expert. Donc oui, je pense que ça se prend bien en main. Je sais pas si Antonio, tu veux compléter un petit peu, mais c'est comme ce qu'on a vu en fait sur la data viz dans le premier épisode. C'est des choses qui sont vraiment faciles d'utilisation. Alors j'ai une petite question peut-être qui est peut-être en lien, alors qui est arrivée après, donc je pense que ça fait réagir. Justement le temps nécessaire pour un projet planning. Alors bon, je vais peut-être répondre là. C'est vrai que c'est vraiment très dépendant. Ça va dépendre, vous avez compris, de la problématique, est-ce que des règles de gestion que l'on met derrière, du périmètre de données, des sources, etc. Je sais que d'expérience sur les projets qu'on mène, on parle souvent d'un premier projet pilote qui a un petit périmètre, ce qu'on appelle des quick wins. L'idée, c'est d'arriver très rapidement sur une première version qui ne couvre peut-être pas tout, mais justement pour faciliter l'adoption, que les utilisateurs le prennent en main. Généralement, on est vraiment sur des sprints de l'ordre de 20 à 30 jours pour avoir déjà un premier projet pilote qui soit potentiellement qu'on peut mettre en production derrière, mais qui permet vraiment d'avoir quelque chose. Et c'est ce que je disais notamment dans le deuxième épisode. On a ce côté, le besoin vient naturellement des utilisateurs à partir du moment où ils prennent en main la solution. C'est-à-dire qu'elle se prend très bien en main. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, et puis une fois qu'on l'a prise en main, qu'on a joué un petit peu, on se dit ah tiens, ça c'est intéressant, j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux le faire? Et puis voilà, c'est ce besoin qui est remonté et qui est nécessaire, voilà, avec ce premier, ce que j'appelle projet pilote, voilà, certains appellent ça d'époque,
Je préfère la nomenclature, enfin la sémantique de projet pilote avec cette idée de mise en production derrière, qui est pas du jetable comme on pourrait l'avoir dans le POC. Ça, c'est une sémantique sur laquelle je rentrerai pas plus. Je vois d'autres questions sur la partie réintégration des prévisions. Ah, peut-être pour Antonio. On me pose la question de la possibilité de réintégration des prévisions dans un outil de production. J'imagine, oui, ok. C'est de réutiliser tout ce qui est le forecast, peut-être de le réinjecter automatiquement. Absolument, absolument. Alors, je ne sais pas exactement à quel cas d'utilisation le client fait référence, mais c'est vrai que étant justement une plateforme, ben, l'idée c'est de pouvoir réutiliser l'information soit venant d'autres applications, soit venant d'autres applications au sein de la même plateforme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ben, une des fonctionnalités, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, c'est le data action. Donc, c'est la possibilité de pouvoir automatiser certaines choses. Par exemple, quand je démarre une nouvelle période, ben, j'ai la possibilité, avec un bouton, de lancer des choses, donc récupérer des informations, réutiliser et donc préparer, je dirais, ma nouvelle campagne en automatisant des actions. Et ça fait partie aussi, effectivement, des fonctionnalités existantes déjà et qui trouvent encore de l'attention dans la roadmap parce qu'on va les améliorer. J'espère que c'était le cas d'usage, que j'ai bien compris. Et sinon, bien évidemment, content d'élaborer là-dessus sur d'autres points de vue. Ouais, n'hésitez pas après à nous recontacter s'il y a plus de questions, mais effectivement, ça a été complété. C'est vraiment pour tout ce qui est les chaînes de production réinjectées dans les outils de manufacturing, directement les prévisions qui sont ajustées. Mais effectivement, ça, c'est déjà prévu dans la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, pour les prévisions, tiens, justement, toujours sur ces prévisions, est-il possible de développer nos propres modèles? On a vu la partie automatique, effectivement. Antonio, est-ce que... Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'infrastructure existante, donc il est possible de créer des modèles prédictifs. Il y a deux choses. Alors, moi, je dirais, une première fonctionnalité qui peut-être est moins connue, c'est ce qu'on appelle le Smart Data Discovery. Dans le Smart Data Discovery, en réalité, on fait quoi? On demande à l'application de nous faire une analyse des données existantes. Donc, cette analyse a pour résultat de produire des rapports prédéfinis qui nous montrent, par exemple, les dépendances par rapport à un axe d'analyse. Je ne sais pas, moi, quand je fais la démo de ça, on parle souvent de remise. Voilà, j'ai tous mes données de vente et à un moment donné, je vais faire une analyse sur la remise. Et le système va analyser la colonne remise statistiquement en disant, écoute, la remise dépend, oui, du magasin, non, pas du magasin, ou oui, du produit, pas du produit. Et donc, ça peut me donner des clés que sont les influenceurs de ça, que sont par exemple les valeurs inattendues. Et cette information, je peux l'utiliser pour créer après mes modèles. Mais c'est vrai que pour la création du modèle, là, j'utilise les fonctionnalités propres à la plateforme au lieu d'utiliser les fonctionnalités de SAC. Pour l'instant, la manière dans laquelle SSI est conçue, c'est pour permettre à quelqu'un qui est non-data scientist d'utiliser des algorithmes prédéfinis. Après, avec le Data Discovery, je peux identifier des facteurs qui déterminent et à ce point-là, dans le module prédictif, je peux effectivement créer mon modèle individuel, je dirais. Très bien. Voilà, j'espère avoir répondu. C'est très clair pour moi. Avec ce qui peut être créé. Oui. Il y a quelque chose qui est en lien, alors là peut-être plus pour Claire. Alors, tu nous as montré un petit peu de l'allocation. Jusqu'à quelle complexité de règles de gestion peut-on aller? Oui, alors la complexité des règles de gestion, en fait, c'est quelque chose qu'on va gérer au niveau de la structure du modèle. Donc, quand c'est la première étape, avant de commencer à faire du planning dans SAC, on met en place un modèle, on définit donc quels sont nos indicateurs, nos dimensions, et on va aussi définir quels sont nos drivers. Donc, c'est ce qu'on a montré, en fait, c'est qu'est-ce qui va faire l'allocation, donc selon quel driver, et c'est quelque chose qu'on va mettre en place en amont. Et donc, on aura la possibilité, oui, avec toutes les fonctionnalités du modèle, de gérer différents types de règles. Voire même du scripting? Alors, on pourra aussi faire du scripting dans un deuxième temps, donc donc au niveau des data action, effectivement, on a la possibilité, si on est vraiment avancé et qu'on veut aller plus loin, de scripter un petit peu ce que l'on souhaite faire à l'outil. Parce que j'avais une question justement sur le côté scripting possible et quel langage était derrière? Est-ce que c'est un langage propre SAP? Je crois.
Oui, vas-y, vas-y. Oui. Alors, j'ai d'autres questions après plus. Alors sur la partie licensing, licensing incluse avec les autres modules. On a vu qu'il y avait 3 modules, la partie, on va dire restitution, la partie predictive analytics. Ça, c'est 2 choses qui sont intégrées dans un premier type de licensing. La partie planification, voilà, c'est un autre type de licensing qui est un peu plus onéreux que les autres. On va pas se le cacher. Parce que derrière, ça apporte énormément de fonctionnalités sur la partie, vous l'avez vu, simulation, échange, workflow. Donc voilà. C'est pas tout à fait le même type de choses, mais n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous si vous voulez plus de détails là-dessus. Et Mathieu, ce que je dirais pour Ouais, compléter, c'est qu'effectivement, comme le troisième type de licensing dont tu as parlé inclut les précédents. Donc, tout à fait. Ah oui, bah oui. effectivement, si on prend le plus cher, effectivement, ça inclut les autres. Ce n'est pas une somme qu'il faut faire, mais c'est Tout à fait. déjà inclus. Voilà. Ouais, c'est les poupées russes un petit peu. Exactement. Voilà. Et donc voilà, on avait évoqué au tout début IBP et BPC. J'ai une question sur l'arrêt prévu de ces solutions. Ou alors je vais compléter la question moi-même, ou leur continuité dans le temps. Alors OK. Alors oui, oui, bien sûr, on peut élaborer là-dessus avec plaisir. Encore une fois, je ferai la différence entre les deux. Pour moi, vraiment, autant BPC, c'est complémentaire, c'est en superposition avec SSI. On parlera de la différence entre SSI et BPC. Autant IBP, c'est complémentaire. Dans IBP, je fais ma planification, supply chain, ma planification de production, ma planification au niveau très détaillé. Et effectivement, comme la question que tu m'avais posée, c'est là où j'ai besoin d'avoir cet échange entre ces applications, mais évidemment à des niveaux qui sont des niveaux agrégés. Dans le cas de BPC, ce qui se passe, c'est que la différence fondamentale, donc les deux, quelque part, pour dire en 2 mots, IBP et SAC Planning, c'est plutôt des solutions complémentaires. Par contre, dans le cas de BPC et de SAC Planning, la complémentarité, c'est plutôt dans le type de déploiement. C'est-à-dire, chez SAP, on a des clients qui ont, de par leur industrie, qui n'ont pas la possibilité d'aller sur le cloud. Donc, clairement, BPC est positionné comme la solution on-prem pour la partie d'élaboration budgétaire. Donc, les clients, par exemple, nucléaire, secteur public, certains militaires, qui ne peuvent pas pour l'instant aller sur le cloud, évidemment, on leur propose la dernière version de BPC qui était portée sur la nouvelle version de BW, donc BW4, et clairement donc quelque chose qui a une durée de vie assez importante. Donc c'est vrai que la partie NetWeaver a une durée de vie qui est liée à la durée de vie de NetWeaver, donc 2027 aujourd'hui, 2030 on imagine les choses seront assez jouées. Par contre, tout ce qui est BW4, tout ce qui est S4, mais évidemment, ça part au-delà de 2030 et BPC aussi, il a la version BW4 qui va au-delà de 2030. Donc clairement, je dirais, pour moi, le positionnement entre BPC et SAC Planning, c'est vraiment de dire est-ce que je fais du cloud ou pas. ok. Si j'ai besoin de l'on-prem, je peux continuer sur BPC. Donc il y a encore de beaux jours devant, parce qu'on sait des fois les réticences qu'on peut avoir chez certains de nos clients sur la partie cloud, on va dire. Tout à fait. Après, c'est vrai que si je peux donner un conseil, mais ça, évidemment, comme je disais avant, vous savez que je suis payé par SAP, donc c'est pas nouveau. Vous savez que SAP a exprimé l'intention de être full cloud. Donc clairement, l'application qui reçoit le plus d'investissement, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez tous les deux, vous voyez les nouvelles versions, vous voyez tout ce qui est livré, évidemment la version qui reçoit, ou la solution qui reçoit le plus d'amélioration, c'est SAP Analytics Cloud for Planning. Donc évidemment, s'il n'y a pas une contrainte sur le cloud, je ne prendrai pas en compte BPC, je partirai d'office sur SAP Analytics Cloud for Planning. Impeccable, impeccable. Alors, je pense qu'on a parcouru l'ensemble des questions plus ou moins, ça se regroupait. N'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Je voulais juste finir avec ce que je vous annonce depuis le début, c'est que à l'après l'été, ça vous laissera un peu le temps de revisionner ces replays, enfin ces webinaires sur notre page YouTube, de les partager peut-être dans les différents services ou les différentes personnes que vous le souhaitez. Nous allons organiser donc à la fin rentrée, on va dire, 28 septembre 2021, un workshop
Donc, on sera accompagné de Clotilde de Meyer, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et de Claire, que vous avez découvert aujourd'hui pour la plupart. L'objectif de ce workshop, ça va être vraiment d'utiliser la solution SAC de manière ludique avec quelques petits exercices qu'on mettra en place. Le contexte, ce sera vraiment le module planning qu'on a vu aujourd'hui, de mettre en place quelques fonctionnalités de simulation, etc. Et c'est vraiment une prise en main, puisque depuis tout à l'heure, on vous dit que c'est facile d'utilisation. On a ces convictions et on a envie que vous jouiez avec pour vous en rendre compte. Donc l'idée, c'est un format assez court, 2 heures, sur la plateforme SAP, avec des petits exemples, des petits exercices assez ludiques. Donc n'hésitez pas, on va communiquer là-dessus, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à vous rapprocher de nous si vous souhaitez déjà participer à ça. Et puis ce sera avec un grand plaisir qu'on se retrouvera à cet événement. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de ce 3e et dernier épisode déjà de la série d'épisodes sur SAC. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours par rapport à ça. Je vais juste finir en remerciant nos 2 experts du jour. Merci Antonio pour ta passion et ton discours et ton accent chantant qui apporte un peu de soleil. Merci Claire pour la démonstration qui, je pense, était relativement claire et montre vraiment toutes les fonctionnalités. Je vais vous laisser maintenant aller manger. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Merci et bon appétit. Au revoir.